Bonjour à toutes et à tous, aux personnes qui nous ont rejointes. Bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP organisé en partenariat avec Lucernis au sujet du SaaS, la future convergence du réseau et de la sécurité. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Charles Collier, qui est directeur conseil cloud chez Lucernis. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Sachez que vos micros se couper pendant toute la durée du webinaire et nous vous souhaitons un très bon webinaire et je laisse la parole à Charles. Bienvenue aujourd'hui à cette session du CRIP autour de SASI, donc la future convergence du réseau et de la sécurité. Tout d'abord, rapidement, aujourd'hui, je vais me présenter. Ce webinaire, je le ferai tout seul. Je vous introduirai ensuite Lucernis très brièvement en 1 ou 2 minutes avant de vous présenter l'agenda de cette matinée avec le CRIP. Léa, merci, a déjà fait l'introduction. Je suis consultant depuis presque 1 an maintenant chez Lucernis, cabinet de conseil, et je m'occupe des activités cloud et des sujets qui s'y rattachent. Donc, chez Lucernis, cabinet de conseil, nous délivrons des prestations de services autour du conseil, de la transformation en infrastructure, performance financière, et nous avons également des activités de sourcing. On couvre un panel assez large de sujets. Les sujets dont je m'occupe tournent essentiellement donc autour du cloud, du move to cloud, du FinOps bien évidemment, de la cybersécurité et de SASI qui peuvent s'y rattacher, et plus généralement de tous les sujets de transformation et d'infrastructure que l'on peut avoir chez nos clients. Lucernis, en quelques mots, nous couvrons les problématiques et les projets, les sujets qui aujourd'hui deviennent de plus en plus agiles et embarquent des équipes allant des métiers aux infrastructures en passant par les devs. Il y a de moins en moins de projets qui se font de façon silotée, totalement indépendamment des autres équipes. Donc on a l'habitude de travailler sur des projets digitaux avec des réalisations vraiment end-to-end. Et pour adresser ces marchés qui évoluent et qui se digitalisent, s'agilisent, Lucernis a créé une joint venture pour une tech agency pour adresser vraiment l'ensemble du scope de ces sujets, et cela fait plusieurs années que Lucernis travaille avec une autre société, Castellis, pour adresser l'ensemble de ces problématiques. Lucernis, en quelques chiffres, 60aine de personnes et un chiffre d'affaires en 2020 de 10 millions d'euros. Voilà pour Lucernis. Donc aujourd'hui, sur SASI, on va d'abord démarrer par une partie de définition pour expliquer ce qu'est le SASI. Dans la réalité, à quoi cela correspond, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela implique. On reviendra sur les éléments clés et les points principaux qui caractérisent et qui définissent le SASI. Et ensuite, on reviendra sur la partie vraiment timeline, transformation, et ce n'est pas un sujet simple, nous le verrons. Donc tout d'abord, le SASI, c'est quoi? C'est un terme donc, qui a été inventé ou créé, défini par le Gartner, alors qui ne se prononce pas soit SaaS ou SASI, comme on pourrait le prononcer en anglais, mais SASI, et qui a été utilisé donc, pour la première fois par le Gartner en 2019, décrit dans une des études qui s'appelle « The future of network security is in the cloud ». Donc, qu'est-ce que cela signifie précisément? SASI signifie donc Secure Access Service Edge. Cela présente un nouveau framework où convergent et où se mixent et où se rapprochent très fortement les services de réseau et ceux de sécurité. On n'a plus d'un côté
les services qui gèrent le réseau, et de l'autre, de la sécurité. On a vraiment une convergence des deux. Donc pour ce faire, le SASI, si on revient un petit peu avec des notions un petit peu plus concrètes et des éléments, on a d'un côté tout ce que l'on va retrouver à Network as a Service, tout ce qui va être Software Definition du network avec le SD-WAN, tout ce qui est Content Distributed Network, les notions de routing, donc tout ce qui caractérise du réseau. De l'autre côté, on a également tout ce qui va caractériser de la sécurité as a service. On va retrouver les services, les options de sécurité de CASB, de Next-Gen Firewall, de Gateway, de WAF, de DLP, de RBI, de Remote Browser Isolation. Et tout cela, je l'ai mis à part, est fortement lié à l'identité de l'utilisateur, de la personne donc, qui utilise des devices, qui consomme des ressources, qui va chercher de la data. Généralement, on le mixe avec la sécurité, mais l'identité est un concept assez fort, et donc j'y ai rattaché on va dire, les services de ZTNA, de VPN, donc ZTNA pour Zero Trust Network Access. Et l'ensemble de tout cela compose le SASI qui est hosté, hébergé, délivré à partir, le plus souvent, ou en tout cas normalement, par définition, sur une plateforme de cloud public. Donc SASI, de manière très sommaire et très récapitulée, c'est une offre donc, de réseau et de sécurité mutualisée dans le cloud, avec une évolution très forte du réseau où on va passer, et je le caricature un petit peu, d'un environnement plutôt MPLS vers du SD-WAN, et une évolution également de la sécurité, où je le caricature également fortement, mais c'est pour simplifier l'explication, d'une sécurité qui auparavant était legacy et qui se voulait périmétrique, vers une sécurité qui s'oriente très fortement vers un aspect identitaire. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc SASI, dans la réalité, qu'est-ce que c'est? On a un certain nombre, je vais prendre des cas d'usage. Donc on a par exemple une personne, Delphine, qui va télétravailler depuis son domicile avec un PC personnel et qui va accéder au BIOS de son entreprise. Eric, un team leader, qui cherche à faire des analyses et à croiser des informations au niveau sécurité dans son entreprise. Sylvie, qui est prestataire informatique, qui est en mission chez un client et qui se connecte au réseau de son client avec le PC de son entreprise, de son ESN. On peut avoir Julien, commercial, qui se connecte et qui souhaite avoir des informations avant son rendez-vous client à son CRM d'entreprise et se connecte en Wi-Fi depuis un cybercafé. L'inverse, un prestataire de service qui est chez un client. Ou par exemple, si vous êtes dans un milieu plus industriel, des capteurs de mesure de qualité de l'air, de trafic, de qualité du sol, si vous êtes dans l'exploitation agricole, bref, de l'IoT, qui vont se connecter à un data lake, ou tout simplement une ressource interne à l'entreprise qui souhaite accéder à une base de données sensible. On a ces différents cas de figure-là et on va voir comment, à travers SASI, ces usages sont ou vont être ou pourraient être impactés et ou donc améliorés. Donc très, très simplement, ici, j'ai caricaturé, dessiné une architecture, je dirais, qu'on retrouve chez bon nombre de sociétés, avec différents points de consommation des services IT, l'entreprise, le data center, on va retrouver du home office, des travailleurs isolés, des éoliennes qui symbolisent l'utilisation d'IoT et des branch office, des sites distants avec une forte concentration d'employés, des partenaires, des services dans le cloud en mode SaaS, les principaux pour illustrer Salesforce, Office 365, et des clouds publics où l'entreprise met de la ressource et y accède en direct connect, on voit le lien en direct, ou en VPN en passant à travers Internet.
L'ensemble de ces usages, que l'on soit, comme ici représenté en home office, pour accéder aux différentes ressources, on voit qu'il y a un certain nombre d'allers-retours qui se passent et qui se déroulent à travers donc, des connexions Internet privées, ou, comme c'est le cas pour le partenaire qui va se connecter à travers une liaison dédiée MPLS. Néanmoins, il y a un certain nombre d'allers-retours. On va avoir ce qu'on appelle tromboning, où à chaque fois qu'une ressource, qu'une data est consommée, ou qu'elle se situe, même en externe, en interne, on repasse à chaque fois par l'entreprise et par Internet la connexion donc, pour venir s'authentifier, pour venir accéder à la porte d'entrée pour avoir la ressource, la donnée. Demain, avec SASSI, toujours de manière simplifiée, le modèle évolue et se centralise. Donc là, on regarde SASSI bien évidemment à travers le prisme SASSI et je bypass quelques règles. On a bien évidemment toujours des firewalls et différents équipements de sécurité, tout de même de protection essentiels, mais la vue SASSI schématique, elle est ici, elle est centralisée, et dans ce cas de figure-là, les différentes connexions, requêtes qui se font directement. On l'a vu dans la petite animation, où lorsque la personne qui est en remote office cherche à accéder à de l'Azure ou à de l'AWS ou à son Office 365, ou à aller surfer directement sur Internet et sortir par avoir un breakout en local chez elle, ne va pas repasser par l'entreprise pour se connecter en VPN, aller s'authentifier, ressortir par les proxys, aller doubler ou tripler ou quadrupler l'usage de la bande passante qui relie le headquarter, le data center, à Internet avec la sortie principale. Donc tout cela apporte et répond aussi à une plus grande flexibilité, à une demande de time to market, d'agilité que le métier et que les métiers et que les offres de services vont offrir et souscrire donc, par ces sociétés-là, cherchent à délivrer un marché qui est en constante évolution et avec une forte demande. On se rend compte que celle-ci permet d'avoir beaucoup plus de souplesse dans le delivery à la fois du réseau et de la sécurité. Donc on va revenir sur les éléments clés que j'ai cités très rapidement à l'instant. Le premier qui concerne ces éléments clés, c'est la scalabilité, où on se rend assez vite compte que pour une solution qui est hébergée dans le cloud, alors ce n'est pas une solution, un framework qui est hébergé dans le cloud, et j'y reviendrai après, j'ai fait un lapsus, on n'est pas sur une solution, mais sur un concept, un framework, SASSI. Donc c'est un concept, un framework qui est facilement scalable s'il est hébergé dans le cloud, les besoins pouvant évoluer rapidement en fonction des sociétés. De la même manière, la scalabilité, j'aurais pu l'appeler compliance sur la slide d'après, les règles qui sont appliquées sont centralisées et déployées sur l'ensemble des devices, des ressources, des personnes qui se connectent et qui utilisent ce framework-là et qui disposent toutes des mêmes, je dirais, sets de règles, des mêmes. La compliance est vraiment assurée partout ici au même niveau. Après, elle va s'appliquer en fonction de la requête, du device, de la personne, de façon différente. L'autre point, encore une fois, lié à cette scalabilité, c'est la présence en termes de zones géographiques. Donc ici, j'ai représenté avec des petits nuages SASSI. En termes de réseau et de cloud, on parle souvent de POP pour les points de connexion à ces services-là. L'avantage ici, si votre business ou votre offre de service augmente, s'élargit, couvre une zone plus importante sur le monde, nous pouvons ici y répondre beaucoup plus facilement à travers l'offre cloud. On verra un petit peu plus tard
que la zone de couverture géographique est aussi importante, bien évidemment, dans la sélection du provider qui délivrera les services SASI pour répondre et matcher à vos besoins en termes de services et de distribution géographique. La flexibilité, elle est également sur le prix. Donc là, je ne parle pas de la scalabilité en termes d'évolution du nombre de personnes qui évoluent, mais en termes de prix. Bien évidemment, si de plus en plus d'utilisateurs internes consomment le service, la facturation en sera, je dirais, adaptée et s'ajustera. Nous ne sommes plus sur des boîtiers physiques de sécurité qui ont été sizés à une date donnée, en 2017, en 2018, sizés pour un certain nombre d'utilisateurs, et depuis 2017 ou 2018, vous payez un prix, une licence, une maintenance, pour en fait un sizing que vous aviez fait. Si depuis 2017, vos effectifs ont doublé, ont réduit de 20%, vous avez toujours le boîtier, vous payez toujours la même chose, le prix n'est pas ajusté à votre consommation. Un autre avantage également, c'est cette flexibilité en termes d'évolution de votre infrastructure qui demain, de plus en plus de sociétés shift vers le cloud. Très peu de sociétés font un big bang pour y passer du jour au lendemain et passent généralement par une phase d'hybridation où on va se retrouver avec une infrastructure et une architecture hostée à moitié sur du on-prem, à moitié sur du cloud public. SASI répond parfaitement aux deux environnements, et je dirais plus qu'aux deux environnements, à un environnement qui est hybride. Enfin, un point important de SASI présenté, qui est la gestion d'une meilleure performance. On revient sur les aspects de latence, de thromboning, où l'ensemble des requêtes repassent par des data centers ou des nœuds centraux de votre société. Les connexions ici se font plus directes. On évite une surcharge importante des proxys pour les requêtes et pour les consommations de services IT. Et de la même manière, ce point central, SASI, où on va réussir à contrôler, sécuriser les connexions de bout en bout. S'assurer qu'à travers des outils de DLP, de CASB, que les requêtes vers des providers SaaS, vers du cloud public, on est toujours, je dirais, sécurisé en prenant bien en compte les règles, les compliance de votre entreprise, où que se trouve la donnée, et depuis n'importe quel device ou localisation d'où vous la consommez. Donc ça, c'est un autre point important. L'autre point, enfin important, je dirais, financier et en termes d'opérabilité. Donc ici, j'ai représenté un petit peu l'ensemble des services que l'on peut retrouver qui composent le SASI. En tête des colonnes à sauter. La première colonne est censée représenter donc les branch office, le remote office en deuxième, et le central, le data center, le headquarter, le siège principal dans la troisième colonne. Donc on se retrouve avec un certain nombre de composants de sécurité donc, qui garantissent un environnement sécure pour la data et pour les utilisateurs. Je les ai représentés de différentes couleurs sur la gauche pour représenter en fait les différentes solutions et les différents providers que peuvent fournir ces services. On va se retrouver avec X sociétés, X technologies, X managed services pour délivrer ces services-là. L'objectif de SASI, c'est une simplification de cet écosystème en tendant vers un fournisseur unique, un provider de services, managed services unique. Tout cela, encore une fois, pour essayer de consolider, maximiser les coûts, enfin maximiser, éviter de réduire plutôt les coûts, la dépense, pour être plus efficient et plus efficace. Donc on se rend compte que l'écosystème ici est tout de même complexe. Il y a énormément de briques qui sont délivrées par les providers de sécurité.
Et suite, on peut parler de hype, de phénomène, on est encore sur quelque chose de très récent au niveau de SASI. Il y a une tendance sur le marché à être un petit peu comme à l'époque de Windows, je dirais, SASI ready. Et donc, une majorité de fournisseurs de services ont tendance à faire de la consolidation de services, à agréger des services, à les coller les uns aux autres. On parle de chaining en anglais. Et plutôt que d'avoir un seul fournisseur de services avec une plateforme qui délivre un ensemble de briques qui composent SASI, on va se retrouver avec une consolidation de services. Si c'est dans le cloud, c'est déjà un premier pas, mais qu'il va falloir agréger, gérer ensemble, consolider, plus difficilement réussir à orchestrer ensemble pour avoir un service SASI-like, voire même, dans un mode encore un peu plus dégradé, avoir une plateforme hybride avec des composants physiques, où là, on va s'éloigner du concept de SASI, ayant des composants physiques, on ne va pas retrouver la flexibilité, la scalabilité, le pay-per-use que l'on peut avoir dans le cloud. Donc malgré tout, avec cet attrait, cet engouement pour cette nouveauté autour de SASI, il y a un certain nombre de vendors, la maturité est croissante, le marché progresse relativement vite. Maintenant, pour être prêt dès aujourd'hui, si l'offre n'est pas réellement SASI, c'est vrai qu'il y a une facilité à agréger ces services-là pour les présenter de manière plus marketing pour le vendre. Donc on se rend compte que SASI, c'est un ensemble de blocs et de services qui sont relativement complexes, qui agrègent donc du réseau et de la sécurité. Et comme pour n'importe quel projet, au final, ces mots-clés, ce nuage, on pourrait appliquer à de nombreux projets ou à de nombreux frameworks, de nombreux concepts, sont les points principaux, les challenges à relever pour avancer autour de SASI. La solution est certes scalable, il faudra néanmoins la penser et l'intégrer dans votre environnement pour s'assurer que cela réponde bien à la fois aux capacités de SASI et que ça s'interconnecte avec les vôtres. Au niveau de la technologie, les aspects techniques seront aussi très importants. Certaines sociétés n'ont pas encore l'intégralité des briques et ne maîtrisent pas forcément toutes les technologies qui composent SASI. Donc ça peut être aussi un step important en termes de compétences, de ressources pour réussir à adresser ces changements-là. Un point très important sur l'organisation. L'organisation est ici un élément clé. La plupart des environnements dans les entreprises sont souvent très silotés. On va se retrouver avec une problématique un peu similaire au DevOps. Demain, une émergence avec de nouvelles composantes organisationnelles telles que du NetSecOps verront peut-être le jour, là où des équipes de réseau et de sécurité sont souvent fortement dissociées, même si elles travaillent ensemble. On voit généralement que c'est deux streams qui vivent chacun de leur côté avec leur roadmap, leurs prérogatives et leur conception de leur activité. Il n'y a pas encore d'agilité et de synergie forte entre ces entités-là. Encore plus si votre société a mis en œuvre un projet de SOC en place, où le réseau et la sécurité prennent parfois donc des orientations différentes mais parallèles. Enfin, une gestion du changement, tout comme ça a été le cas pour le cloud, pour les VM et les services, les passer en IaaS, PaaS ou SaaS, la gestion du changement et cette cloudification de ressources, réseau et sécurité qui avant étaient dans l'entreprise, maîtrisées, amorties, connues, où il y a une certaine confiance, grande confiance de la part des équipes dans ces services et dans ces devices, on se rend compte que c'est un challenge de basculer ces composants clés pour une entreprise dans le cloud.
Enfin, la maturité du marché qui est croissante, mais qui continue encore de progresser. On est sur un concept et sur un framework qui est relativement jeune, qui va seulement encore avoir 2 ans. Les offres de services sont vraiment très très bonnes et le seront encore plus dans le futur. Donc se pose la question du bon moment pour y aller, de ne pas rater le train en marche, mais être conscient de l'évolutivité du marché. Enfin, le vendor lock-in, la crainte de cette unification de services à la fois réseau et sécurité, et de ne plus avoir 5, 6, 8, 10 vendors, mais en avoir seulement, on le verra, 1, 2, 3, pose de nouveaux challenges. Ce challenge-là, généralement, c'est ce que j'ai voulu symboliser par l'alignement stratégique, où la plupart des équipes techniques cherchent l'optimum, la perfection en termes de fournisseurs, de VPN, de firewall, de SD-WAN, et vont prendre à chaque fois le meilleur dans son domaine, alors que pour une vision stratégique, généralement, on va chercher à faire un compromis, pas forcément prendre le meilleur provider de ZTNA ou de Casby, mais à regarder si, overall, dans l'ensemble, le niveau de service est très bon, peut-être pas parfait, très bon, mais la balance, évidemment, financière, stratégique, simplification du nombre de vendors et qualité et niveau de service répond à des critères suffisants pour l'entreprise. En termes de timeline, on parle énormément de différents blocs de services. On démarre généralement par le réseau. C'est la première brique essentielle. Aller faire du SASI en MPLS, ça ne sera pas possible ou ce ne sera pas vraiment du SASI. Assez rapidement, il faudra adresser cette partie de NetSecOps, d'organisation, de synergie entre les équipes réseau et sécurité, ou sans forcément les relier en agile, en une seule et même équipe au niveau de l'organisation, en tout cas augmenter la synergie et les échanges entre ces équipes-là, pour ensuite adresser les problématiques très proches du poste de travail, de penser au firewall, et assez rapidement, on pourrait l'envisager même avant l'étape du firewall et en cours, en parallèle des étapes de workplace, penser à l'orchestration. L'orchestration est un point de bascule assez important. Si vous le considérez dès le départ, cela veut dire que vous avez déjà choisi l'intégralité de vos solutions avec un provider unique. Et enfin, si vous avez choisi un panel très différent et distinct de solutions, on y reviendra par la suite, il sera plus difficile de choisir ou de construire, en tout cas, une plateforme d'orchestration et de basculer sur le reste des services de SASI. Donc on le voit, aller vers SASI, c'est un ensemble d'étapes où la progression sera itérative, step by step. Un Big Bang est très peu probable, surtout si votre entreprise a une couverture, une taille conséquente. Les problématiques seront nombreuses pour aller très rapidement vers du SASI. On est sur un programme de transformation de quelques années. Pour les plus petites structures, type ETI ou PMI, une transformation plus rapide est envisageable. Elle n'en reste néanmoins pas plus simple. Cela reste assez complexe. Donc on le voit, on peut passer par différentes étapes, attendre le statu quo, attendre que SASI gagne en maturité, que les offres se stabilisent, que les sociétés finissent les différents rachats et les différentes consolidations d'offres, on y reviendra un petit peu après. Vous pouvez démarrer avec du chaining ou de l'assemblage de solutions que vous avez déjà pour la plupart d'entre vous
déployer au sein de vos sociétés. Ajouter du cloud, essayer de consolider ces vendors dans le cloud ou donner le lead à travers de l'orchestration à un de ces vendors avant de tendre vers une solution full SASI avec un vendor unique. Depuis le début de la présentation, je vous parle de vendors, je vous en donnerai une liste pour exemple tirée de la note Gartner qui a été publiée il y a 1 an et demi. À cette note s'ajoutent beaucoup de vendors. Ce qui est essentiel, et la liste des critères ici n'est pas exhaustive, bien évidemment, c'est de regarder, pour les différencier et les choisir, quelle est la couverture de SASI. Quels services ces différents vendors couvrent en mode nominal, natif, ceux avec lesquels ils ont fait un rachat et qui intègrent l'offre, mais elle n'est pas totalement, je dirais, intégrée à leur offre d'orchestration et en pleine synergie avec les autres briques qu'ils délivrent. Le type d'architecture, un vendor qui va vous expliquer qu'il a besoin de composants hardware avec une forte présence dans vos data centers ou des composants qui vont s'installer sur des VM et ne pas traiter les flux, l'encryption en direct en mémoire. Tout cela va contribuer à une performance qui va être moindre. Donc ça, c'est des points importants à regarder au niveau de l'architecture. Est-ce que la console d'orchestration unifiée, elle existe? Est-elle présente? Certains vendors peuvent déjà vous faire des démonstrations de ces solutions-là. D'autres vous parleront de roadmap. Donc ça rejette à beaucoup plus loin l'existence et le delivery de cette console. Les logs et le monitoring, comment est-il assuré? La facilité de se plugger à votre SIEM ou à d'autres outils internes. Enfin, la présence à travers le monde, le nombre de POP, est-ce que c'est en adéquation avec votre marché? Comment la data est-elle gérée? Est-ce que ce suivi de l'encryption de bout en bout est fait de manière pertinente et performante? Le mode de licence qui est mis en œuvre. Ici, vous avez une liste, et je ne vais pas les commenter, de différents vendors. Certains viennent plutôt du réseau, d'autres de la sécurité. Et enfin, une troisième partie, donc, n'ont pas un héritage et un historique important avec eux et ont évolué beaucoup plus facilement et naturellement vers tous ces nouveaux concepts de SD-WAN, de SASI, et on ne sent pas forcément le poids, je dirais, de l'héritage, qu'il soit très fortement réseau ou très fortement sécurité. Donc c'est un marché qui est en pleine évolution, il y a beaucoup de sociétés ici, et je ne vais pas les nommer, il y en a d'autres que j'aurais pu rajouter, IBM qui vont délivrer ce type de service, SFR, Orange, en plus ici des Nextpoke, des Akamai, des McAfee, des Versa ou des Palo. Il y a vraiment tout un écosystème qui est en pleine évolution et des rachats qui se font tous les trimestres pour venir compléter le panel de services. C'est un marché qui est en forte évolution, tout comme le cloud. J'ai repris un petit encart du Gartner sur la gauche où on voit cette augmentation forte des dépenses mondiales entre les années 2019 et 2022, où on voit la progression de plus de 60% est vraiment très importante. Et donc, il est tout à fait normal que le SASI, son adoption et son usage vont également progresser. On voit néanmoins un décalage dans le temps et l'accélération va se produire seulement à partir de cette année et l'année prochaine pour avoir 20 à 40% en 2024 des entreprises qui auront débuté des projets SASI. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il y a 40% des entreprises en 2024 qui auront basculé sur du SASI. Je vous l'ai dit, c'est un projet, un programme qui normalement se déroule sur plusieurs années en fonction de la taille de votre société. Néanmoins, il est très intéressant de voir qu'à partir de 2023, il y a plus d'une entreprise sur 5 donc, qui auront basculé vers
vers ce nouvel environnement. Donc pour faire une synthèse en une seule phrase, SASI, qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? C'est de garantir donc un accès rapide et sécurisé pour n'importe qui, utilisateur, vers n'importe quelle donnée. Et donc la question que je vous pose, c'est vous, où en êtes-vous dans cette réflexion? Merci. Bonjour aux personnes qui nous ont rejointes pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, comme vous avez le micro qui est coupé. Moi, par contre, Charles, j'avais une petite question pour ma curiosité. Qui doit être responsable d'un projet SASI chez vous? Alors, c'est une bonne question. On l'a vu chez plusieurs de nos clients. La responsabilité ou l'ownership de ce type de projet-là se pose parfois entre la convergence qu'il y a entre le réseau et la sécurité. Généralement, il y a des équipes réseau qui vont prendre le lead sur ce type de sujet-là parce qu'ils auront démarré plutôt la réflexion à travers du SD-WAN, et d'autres équipes qui vont pouvoir prendre le lead pour des réflexions de sécurité autour du workplace, autour du firewall, autour du DLP, ou la mise en œuvre encore plus ancienne d'un SD-WAN qui a mis en œuvre donc un SOC côté sécurité. La question de l'ownership ne se pose pas dans le sens où il faut vraiment aller vers cette synergie pour ne pas continuer à opposer ou à siloter des équipes réseau et sécurité. Donc au-delà de l'ownership, ça peut être l'une ou l'autre des équipes. Ce qui est important avant tout, c'est d'avoir cette collaboration et cette synergie entre les deux équipes. Merci beaucoup. Entre-temps, on a une personne qui nous pose une question. Je ne sais pas si tu vois Alors, dans je le viens d'ouvrir chat. oui, je viens d'ouvrir Ouais, le nickel, ok. chat. Donc, je vais la lire pour tout le monde. Est-ce que certains vendors proposent donc des solutions évolutives permettant d'adopter des fonctions SASI progressivement, sans le faire en termes de Big Bang? Donc, pour faire une réponse très courte, oui. Le point ici, je vais prendre des vendors qui vont couvrir l'intégralité des briques, des services SASI. On peut envisager de choisir un vendor qui couvre soit l'intégralité des fonctions services, soit en tout cas l'intégralité des services dont vous avez besoin. Mettons sur une une quinzaine de services SASI, vous avez identifié que vous en avez besoin de 8, vous avez un vendor qui délivre ces 8 services. Il est tout à fait possible d'envisager un programme de transformation au long cours, sur 3 ans, pour délivrer progressivement ces 8 briques. Le challenge ici n'est pas tant d'identifier le vendor, mais d'arriver à faire évoluer progressivement votre écosystème et à l'interfacer durant cette phase d'hybridation où, pendant plusieurs mois, voire un an ou deux, vous allez devoir vivre avec des environnements hétérogènes. L'autre intérêt ou question autour de cette bascule en termes de Big Bang, c'est la partie financière. Vous avez toujours un certain nombre de contrats qui sont en train de courir sur différents équipements, différents services. Et généralement, même si vous souhaitez prendre le full package chez un vendor, ne serait-ce que d'un point de vue financier, vous allez devoir étaler, lisser cette transformation pour y répondre. Mais c'est tout à fait possible. On a une autre question sur le niveau d'importance. Quel niveau d'importance faut-il donner au caractère donc intégré nativement versus best of breed? Donc je pense que la question s'oriente à... Quand je lis best of breed, ça me fait penser à certains de nos clients avec qui on a pu travailler, qui cherchent à identifier donc à chaque fois la meilleure solution pour chacun des services versus le intégrer nativement. La difficulté sera dans l'orchestration et l'efficience du delivery du service dans son ensemble, en fait. Et j'ai pas de réponse toute faite, si ce n'est il va falloir faire des compromis pour ne pas prendre obligatoirement
le state of the art pour chaque composant si on veut fluidifier l'ensemble du delivery du service. Parce qu'on voit ce qui s'est passé au niveau du cloud sur le time to market, l'agilisation du delivery des services IT, on va le retrouver dans les années à venir au niveau de la sécurité et du réseau, où les marchés, le contexte, les besoins vont évoluer de plus en plus rapidement. Et si on n'a pas cette intégration forte entre les composants, mais qu'on reste avec le meilleur outil pour les différents blocs A, B, C, D, on n'aura pas cette efficience et cet optimum de fonctionnement as a group, et ce sera dommageable pour l'entreprise. J'ai une autre question sur les vendors en termes de résilience. Quels sont aujourd'hui donc les engagements des vendors en termes de résilience? De la même manière, cette question est essentielle parce que vous allez faire reposer votre architecture, votre fourniture de réseau et de services à travers un ou plusieurs vendors. En étudiant les vendors, vous vous rendrez compte d'un certain nombre qui, pour répondre à cette question de la résilience, la traitent, je dirais, nativement, dès le départ, avec une infrastructure et une architecture cloud pensée pour répondre à ces problématiques-là. Tous ne le font pas encore. Et n'augmentons pas les risques en choisissant une solution SASI. Il n'y a pas de bonne, je dirais, de bonne ou de mauvaise réponse à ce choix-là. Cette question de la résilience et de choisir un vendor unique, c'est un peu la même question que je vais rattacher à la crainte du vendor lock-in. La question, ou plutôt la réponse, doit se faire en pleine conscience de l'impact des choix qu'on a fait et où doit-on mettre le curseur entre une performance en termes de delivery de services réseau, network, versus le risque, versus le coût que vous souhaitez y apporter. Les sociétés qui feront des choix ambitieux en mesurant la résilience et la sécurisation de leur environnement verront demain leurs services délivrés de manière beaucoup plus agile et efficace que d'autres sociétés qui auront fait des choix plus pragmatiques et conservateurs. Mais sans faire une réponse, je dirais, évasive, l'avenir nous le dira. J'ai une autre question. Dans le cadre d'un usage BIOD, comment l'approche Zero Trust peut-elle protéger d'un poste compromis? L'approche Zero Trust en elle-même, je pourrais en discuter plus longuement par la suite. Il n'y aura pas que le ZTNA à mettre en œuvre pour sécuriser le poste, keylogger ou screenlogger. Il y a d'autres composants à mettre en œuvre. On peut faire du Remote Browser Inspection, il y a des outils et des agents locaux de sécurité, je dirais, standard. C'est un ensemble d'outils qui sont à mettre en œuvre pour éviter ce type de désagréments et d'incidents, et surtout, même si ça se produit, être en mesure et en capacité de l'analyser et de réussir à croiser les données différents outils mis en œuvre. La console d'orchestration, ou en tout cas la synergie forte avec un SIEM, sera essentielle pour détecter au plus vite ce type de cas de figure. J'ai une autre question sur la disponibilité géographique. Vous parliez de couverture géographique, Edge. Quelle importance doit-on accorder au niveau de granularité de couverture du vendor SASI? Beaucoup de POP versus moins de POP. Dans l'absolu, le nombre de POP, je dirais, est très peu important. Si je compare un vendor qui a 10 POP ou 30 POP, celui qui en a 10 ne sera pas forcément meilleur que celui qui en a 30. Maintenant, si je suis une entreprise
qui est essentiellement franco-française, avec mes activités basées à Paris, non, ce critère de choix ne sera pas important. Si maintenant je suis basé à Paris et à Marseille, ça commence à avoir un petit peu d'importance. Si je suis une société européenne ou si je suis une multinationale mondiale avec une présence Nord-Amérique, Asie, Pacifique, Chine, Europe, Afrique, avec une présence mondiale, le nombre de POP est un critère qui devient essentiel. Si vous avez une forte activité à Sao Paulo, au Chili, en Afrique, en Océanie, et que vos POP sont loin de vos utilisateurs, la latence et votre performance réseau en sera impactée. Donc je dirais ce qui est essentiel, c'est de matcher la présence des POP de ce fournisseur avec votre propre présence et de vous projeter dans le futur. Si vous savez que vous allez vous étendre dans telle ou telle région du monde, il est essentiel de considérer la présence de POP pour le provider SASI que vous avez éventuellement identifié. Une question sur la souveraineté SASI. Quels sont les vendors souverains ou à minima euro-souverains ou qui semblent se présenter? Alors, il est vrai qu'en plus, j'ai présenté une étude Gartner. Gartner a une très forte tendance, c'est peut-être un euphémisme, de présenter essentiellement ou principalement des sociétés américaines ou anglo-saxonnes, à minima. Il est vrai que pour l'instant, dans le top des vendors, je n'ai pas vu, ou je n'ai pas à ma connaissance, de sociétés européennes, et en tout cas françaises. Si l'un d'entre vous en connaît une, je la rajouterai à mon étude. Je ne prétends pas avoir l'exhaustivité des vendors SASI, mais pas à ma connaissance. C'est une question, je dirais, valable d'un point de vue sécurité, de se poser cette question de souveraineté. On va retrouver les questions et les débats habituels autour de solutions délivrées à travers le cloud. Et pour l'instant, je n'ai pas connaissance de solutions matures et souveraines. J'ai une autre question. Quel rôle pourrait avoir Lucernis dans le cadre d'une initiative SASI dans un grand groupe mondial? Donc chez Lucernis, pour des grands groupes mondiaux, je pense à un grand groupe mondial aujourd'hui que j'accompagne sur une réflexion autour de SASI. Donc, nous pouvons accompagner les sociétés dans cette étude de maturité, d'adéquation avec les besoins internes d'un grand groupe et du marché, pour les accompagner à travers des phases d'études stratégiques, de RFI, de RFP et ou de design de solutions pour une future implémentation. Donc les études que nous avons faites sur le marché et je dirais la connaissance et la maturité que nous avons acquis autour de SASI nous permet d'accompagner des grands groupes, et je discute, je dirais, quotidiennement avec des experts réseau et sécurité très pointus qui se posent aujourd'hui ces questions pour réussir à se projeter et à faire le meilleur choix pour leur société. Donc c'est comme ça que nous intervenons et que j'interviens moi personnellement auprès de grands groupes. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou s'il y a un autre channel par lequel on reçoit des questions. Il y a peut-être encore le temps pour une dernière question. Je regardais justement, Charles, excuse-moi de t'avoir coupé, j'étais en train de regarder. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Il nous reste encore 5 petites minutes, donc n'hésitez pas avant qu'on termine le webinaire. On vous laisse encore 5 petites minutes. Moi, de mon côté, j'ai une autre question. On parle souvent de SD-WAN en premier, puis du reste. Y a-t-il réellement un ordre pour mettre en œuvre SASI? Alors, l'ordre, je vais y revenir. Le réseau est une des premières briques à mettre en œuvre. On le voit pour ces questions je dirais,
d'agilité, de solutions software defined et de flexibilité, avoir du MPLS est quelque chose de techniquement compatible, mais qui n'est pas, je dirais, logique et compatible d'un point de vue framework et d'un point de vue solution agilité délivrée. Donc ici, il est vraiment essentiel, je dirais, de démarrer par le réseau. Ensuite, dans un deuxième temps, le set de services qui sont délivrés par le framework SASI permet je dirais, d'être totalement flexible. Après, ça dépend énormément de la façon dont les contrats et les services sont délivrés chez les clients, en fonction des opportunités de projets, de programmes de transformation pour une société, en fonction des dates anniversaires de contrats. Si vous avez investi lourdement sur vos proxys, sur votre WAF, sur un load balancer, et que le contrat dure encore 3 ans, vous n'allez pas le renouveler ou en tout cas perdre l'avantage, le gain financier que vous aviez pu négocier il y a 1 an et le couper immédiatement. Donc après, l'ordre, je dirais, se customise et s'affine en fonction de votre contexte en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de réponse toute faite pour la timeline. Néanmoins, la brique de réseau est essentielle au départ. On me pose une dernière question. Est-ce que SASI, à quel point le caractère hardware ou appliance-based d'une solution SASI est-il gênant? La question est reformulée, pardon. Est-ce qu'une solution SASI doit impérativement être full cloud? La solution n'est pas impérativement, il n'y a pas d'exigence absolue. Un certain nombre de composants vont probablement rester pour l'instant physiques. Néanmoins, si vous avez des composants qui sont physiques et qui sont donc hostés dans votre data center, vous allez perdre un certain nombre d'atouts que représente le SASI en termes de scalabilité, donc d'élasticité, de flexibilité, de gestion de coûts, de latence réseau. Si je suis en remote et que je dois revenir au sein du data center pour ensuite repartir et aller dans le cloud, on n'est pas non plus performant en termes de service. Donc il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, SASI n'est pas une solution, c'est un concept, c'est un framework avec des guidelines, des principes, je dirais, recommandés à suivre. Si vous tordez, twistez un peu le modèle, vous aurez toujours quelque chose qui sera très proche de SASI, mais vous perdrez un petit peu sur ces différentes dimensions en termes d'adaptabilité, de flexibilité. Donc vous pouvez avoir une partie de composants physiques, le moins possible. Voilà. Je pense que j'ai fait toutes les questions. Je vois qu'il ne reste plus qu'une minute. J'en profite pour vous remercier tous d'avoir été présents ce matin, de remercier également le CRIP pour héberger cette session et mes collègues qui m'ont aidé dans la préparation de ce webinaire. Et vous souhaitez à tous une bonne journée et je reste présent ultérieurement par mail ou par téléphone si vous avez des questions et si vous souhaitez continuer cette discussion ou approfondir un peu plus vos travaux autour de SASI. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous et nous vous souhaitons une bonne journée.